Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carton Vert. Habituellement, ce podcast s'articule autour d'initiatives, autour des sujets sociaux ou environnementaux. Mais aujourd'hui, Val, tu voulais parler de l'interview de Raphaël Varane qui est paru hier dans l'équipe, hier le mardi 2 avril dans l'équipe. Ouais, une interview dans laquelle revient donc Raphaël Varane sur sa fin de carrière internationale, notamment dans la volonté de prendre soin de son corps. Alors, une volonté qui est due évidemment à l'accumulation des matchs et les remplissages des calendriers qui est très important, mais aussi et surtout pour dénoncer et sensibiliser sur les questions de commotion cérébrale dans le football, un sujet qui n'est évidemment pas assez pris au sérieux et notamment en France. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, par exemple dans le rugby ou dans les sports de combat, mais beaucoup moins dans le foot. D'ailleurs, est-ce que tu peux commencer par le commencement et nous expliquer ce que c'est, tout simplement, une commotion? Ouais, et ben en fait, on va repartir à la base. Une commotion, c'est provoqué par un choc à la tête. Alors, peu importe l'intensité du choc, à partir du moment où ta tête, ton front, tes cervicales ou ta tempe ont un contact avec un objet ou une personne, on appelle ça tout simplement une commotion. Ok, et du coup, qu'est-ce qui va se passer exactement dans le cerveau à ce moment-là? Bah, en fait, au moment du choc, le cerveau va bouger dans la boîte crânienne. Alors, quand il subit un gros choc, le cerveau va venir toucher même parfois cette boîte crânienne et perdre certaines facultés. C'est ce qu'on appelle un traumatisme crânien, qui est un degré de gravité supérieur à la commotion. C'est ce qui arrive souvent, comme on le dit, dans les combats de MMA, par exemple, quand on a un KO, puisque le traumatisme crânien va provoquer ce qu'on appelle une perturbation de l'état de conscience, donc littéralement un KO, quoi. Mais parfois, et même j'ai envie de te dire très régulièrement, 90% du temps, et heureusement d'ailleurs, le cerveau ne subit que un choc très limité et va juste se déplacer de quelques millimètres à l'intérieur de la boîte crânienne. Et ça, du coup, ça peut avoir un impact. Ouais, en fait, je sais pas si tu te rappelles quand t'étais gamin sur le terrain de foot et de la cour de récré et que tu mettais un grand crâne sur un ballon trop gonflé, il y avait toujours un relou qui te disait «Oh, t'as dû perdre des neurones sur cette tête-là». Alors souvent, Ouais, je ce vois. mec-là, il s'appelait Flo, il savait tout mieux que tout le monde. Mais justement, sur ce sujet-là, il avait une nouvelle fois raison parce qu'en gros, dans le cerveau, les neurones sont reliés entre elles par ce qu'on appelle des axones. Alors, pour imaginer, c'est des espèces de fils qui relient les neurones entre eux. Et quand le cerveau va subir un choc, ces fils vont se décrocher. Donc, la communication entre les neurones est coupée et les neurones en question vont mourir. Bon, Val qui nous donne des cours de SVT, on aura tout vu. Ouais. Et du coup, c'est là que les problèmes commencent, j'imagine. Ouais, en fait, si je dois utiliser des termes un petit peu plus scientifiques, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'altération des fonctions neurologiques. Et c'est là que les premiers symptômes apparaissent. Alors, ça peut aller d'un simple mal de tête ou d'une sensation de brouillard pendant quelques instants pour un petit choc, jusqu'à des troubles beaucoup plus importants pour des traumatismes. Alors, ça peut être des troubles du sommeil, des fatigues chroniques, des changements de comportement ou des hypersensibilités à certaines choses. Ou même pour les énormes traumatismes, typiquement les accidents de voiture par exemple, on peut avoir une perte de motricité ou une paralysie de certains membres. C'est là qu'on parle par exemple de paraplégie ou de tétraplégie par exemple. Bah, merci, mon cher Val, hein, pour cette belle explication technique. Si on en revient au cas de Varane, pourquoi lui, il est autant investi dans le sujet, sur le sujet, pardon? Bah, parce qu'en fait, il a été évidemment confronté à ce genre de problème pendant sa carrière. Dans l'interview d'hier, on apprend justement qu'à 2 reprises sur des matchs très importants, il a subi les conséquences directes de commotion cérébrale. Le premier, on s'en rappelle tous, mais du coup sans le savoir, c'était en 2014 pendant la Coupe du Monde. Pendant le 8e de finale face au Nigeria, il y a un centre un petit peu anodin qui reprend de la tempe, et il va d'ailleurs finir dans les filets. Et sur le coup, bah, c'est ce que je disais, le choc paraît assez anodin, mais il va rester quelques secondes au sol et être assez marqué par ce choc. Et justement, il dit dans cette interview qu'il finit ce match en mode pilote automatique complet et que surtout, il se sentait vraiment pas bien après le match. Alors à ce moment-là, du coup, le staff de l'équipe de France lui propose un protocole de récupération pour bien s'alimenter et se réhydrater. Mais dans les jours qui suivent, il va quand même avoir une grosse fatigue jusqu'au fameux quart de finale contre l'Allemagne, dans lequel il avoue qu'il se sentait vraiment pas bien du tout. Il avait notamment une grosse fatigue oculaire et des problèmes de concentration. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a coûté le match à l'équipe de France et aussi à
Varane une partie de sa réputation, puisque dans ce match, il perd ce fameux duel contre Mats Hummels sur le seul but du match, et on va lui répéter pendant plusieurs années après le match qu'il était peut-être encore un peu trop tendre à l'époque, alors qu'en fait, il était juste victime de cette commotion cérébrale 3 jours plus tôt. Ouais, dans l'interview, il parle aussi d'un autre exemple contre Manchester City en 2020. Ouais, un cas assez similaire, puisque donc 3 jours avant ce match contre Manchester City, il prend un ballon dans la tête sur un corner face à Retafe, qui l'oblige à sortir. Et donc, 3 jours après, huitième de finale de Champions League face à City, les mêmes symptômes qu'en 2014, quasiment. Et encore une fois, il va le payer assez cher, le Real va concéder deux buts sur lesquels, évidemment, Varane est fautif. Ok, et du coup, on en est où un petit peu de la prise en charge de ce problème aujourd'hui? On sait que dans le rugby, on a des protocoles assez stricts et qui ont encore été renforcés ces dernières années. Comment ça se passe exactement dans le foot? Alors, ça dépend un peu du pays dans lequel tu te situes. En Angleterre, par exemple, le sujet a été sérieusement pris en main par les instances. Il y a un événement, d'ailleurs, qui a marqué un point de rupture dans ces décisions-là. C'est la commotion d'Jan Vertonghen en 2019, en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Ajax. Sur un contact avec Alderweireld et Onana, il a subi un gros choc à la tête qui a provoqué par la suite des saignements du nez. Il a vomi sur le terrain aussi. Et pourtant, il a été autorisé à reprendre le match quelques minutes avant qu'on se rende compte qu'en fait, il n'était plus du tout en capacité, il était à moitié balbutiant, etc. Donc, il a dû laisser sa place. Et en fait, Jan Vertonghen a avoué plusieurs années plus tard qu'il avait subi les conséquences de ce choc pendant plus de 9 mois, avec notamment des migraines récurrentes, des vertiges, des énormes problèmes de concentration pendant les matchs, qui lui a coûté sa place et aussi une partie de son contrat. Enfin, il est parti ensuite du club de Tottenham. Et tout ça, c'est ce qui a notamment poussé la FA anglaise à renforcer les protocoles. Alors, même s'il y a encore des critiques aujourd'hui qui sont faites sur certains protocoles, il y a quand même des progrès. Donc voilà, en Angleterre, c'est assez avancé. Ouais, ils sont souvent en avance sur ce genre de thématique, nos amis anglais. Et en France, du coup, où est-ce qu'on en est? En France, on a encore eu des débats cette saison sur le sujet de la commotion avec notamment Samuel Umtiti qui a été victime d'une commotion face à Reims et un duel avec Juni Aito. Et justement, le champion du monde avait lui aussi été autorisé à revenir sur le terrain 3 minutes plus tard avant de perdre connaissance une quinzaine de minutes plus tard dans les vestiaires pour le coup à la mi-temps. Et du coup, concrètement, on doit constater des problèmes de protocole aujourd'hui? Bah ouais, alors dans l'équipe d'hier, le docteur Philippe Malafos pointe ce problème-là. En effet, dans le football, les protocoles durent aujourd'hui 3 minutes, le temps que le médecin pose quelques questions au joueur pour voir s'il est conscient et qu'il teste un petit peu ses cervicales. Mais à titre de comparaison, dans le rugby, c'était à peu près pareil avant, mais aujourd'hui, le joueur est obligé de sortir, de rentrer au vestiaire et subir tout un protocole qui dure 12 minutes. Et il est évidemment pas sûr de pouvoir revenir après selon les résultats du protocole. Alors, c'est évidemment complexe aujourd'hui d'instaurer des nouvelles règles de ce type, mais je pense que la question mérite d'être posée. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas des changements temporaires le temps des protocoles plus poussés, un petit peu comme ce qui se fait au rugby aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui est légitime de se poser, surtout quand on voit les conséquences de telles commotions cérébrales, quoi. Ouais, dans les cas de Varane et de Vertonghen, il y a un autre sujet qui a l'air important, c'est le suivi justement après cette commotion. Comme tu l'as dit, il y a des conséquences qui peuvent durer dans le temps. Ouais, c'est clairement un des points sur lesquels il y a des progrès à faire. En fait, quand tu subis une commotion, tu vas être amené plus facilement à subir une deuxième commotion. Et c'est là justement que ça devient extrêmement dangereux. D'où l'importance du coup des protocoles pour éviter que les joueurs subissent instantanément un deuxième choc pendant le match. Et aussi d'où l'importance du suivi après les matchs pour éviter que le joueur reprenne trop tôt le temps de la guérison en fait. Mais d'ailleurs, pour élargir un petit peu plus le sujet, j'avais vu passer il y a quelques mois un article qui disait que les têtes pouvaient aussi impacter la santé des joueurs. Ouais, là, on touche à un problème encore plus profond et plus important. Autant on peut partir du principe que les chocs auront toujours lieu dans le football et qu'on peut essayer de les encadrer, améliorer les protocoles, éventuellement adapter les règles pour préserver la santé des joueurs aussi. Autant le sujet des micro-commotions, ça devient un problème majeur. Alors, on repart sur le bon cours de Valentin. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu la micro-commotion? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste un micro-choc comme on peut en avoir dans la vie de tous les jours. Typiquement, quand on se prend un coin de fenêtre ou une poutre quand on se relève, si tu habites dans une maison un peu basse de plafond, ou une magnifique baie vitrée invisible, par exemple. Je sais que Bilal, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup de prendre. Sauf qu'en fait, quand tu es footballeur et que tu travailles les têtes, c'est quelque chose qui t'arrive au quotidien, en fait, de prendre des micro-chocs et même plusieurs fois par jour, en fait. Ouais, ça a pas l'air super sympa. Et du coup, c'est quoi les conséquences concrètement? Les mêmes que pour des chocs plus importants ou c'est différent justement?
Non, pas exactement. Et en fait, c'est là que se situe le problème. Le problème des micro-commotions, c'est justement que les symptômes n'arrivent pas au moment de l'impact. Ils s'enracinent en fait doucement sans que les joueurs ou le staff médical ne s'en aperçoivent, à la différence d'un choc un peu plus important où souvent tu vas être complètement dans les choux ou alors parfois même inconscient. On pourrait se dire qu'il faudrait faire des évaluations régulières de l'état du cerveau pour vérifier que tout est OK. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec les technologies actuelles, donc souvent les scanners et les IRM, on peut actuellement pas détecter ces petites commotions puisque les outils technologiques ne sont pas assez avancés. On ne peut pas avoir une précision aussi importante sur les scanners et sur les IRM. Ouais, mais j'imagine qu'avec le temps, on a développé certaines preuves que ça a un impact direct sur le cerveau? Ouais, il y a plusieurs études qui démontrent ça, mais il y en a une en particulier qui m'a intéressé. Il y a une étude en imagerie mentale qui a étudié les cerveaux des joueurs au début d'une saison et à la fin d'une saison. Et en fait, l'étude a montré que les joueurs les plus impactés par le jeu de tête ont subi des changements sur la formation de leur cerveau, donc ce qu'on appelle la neurobiologie. C'est une étude qui a permis de réaliser que en fait, le vieillissement cognitif des athlètes de haut niveau n'était pas naturel. Il est souvent beaucoup plus rapide, notamment les joueurs qui subissent beaucoup de chocs à la tête. Donc, on parle évidemment du jeu de tête dans le football, mais on parle aussi du rugby, on parle du football américain, on parle des sports de combat. Et tout ça peut entraîner de nombreuses maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Et en fait, cette répétition des chocs à la tête va provoquer ce qu'on appelle une encéphalopathie traumatique chronique, un nom assez horrible qu'on peut aussi appeler ETC, ce qui est plus simple, qui est une accumulation en fait d'une protéine qui va venir, une protéine qui est toxique pour le cerveau, qui va venir détruire certaines cellules et donc créer ces maladies dégénératives. Et d'ailleurs, il y a une autre étude de l'université de Glasgow qui repose sur un échantillon quand même de 8000 ex-footballeurs, donc c'est assez important, qui démontre que sur cet échantillon-là, 3,5 fois plus de maladies dégénératives ont été détectées que dans une population générale comparable. Ah oui. Et du coup, s'il y a des études qui traitent du sujet, c'est que tu dois avoir aussi certains exemples connus à me donner? Ouais, bah, il y a un exemple qui est très marquant pour illustrer ça, c'est l'équipe d'Angleterre championne du monde en 66, qui a été sacrée à une période où le kick and rush était en plein essor en Angleterre et donc une période pendant laquelle le jeu de tête était un élément central du jeu. Il y a près de 40% des joueurs de cette équipe qui ont par la suite été victimes de démence. Je pense par exemple à Bobby Charlton. Et d'ailleurs, il y a un procès qui a lieu en ce moment en Angleterre pour déterminer si oui ou non, à l'époque, la FA, la fédération anglaise, a été responsable d'une certaine forme de négligence par rapport à ce sujet-là dans l'équipe anglaise. Ouais, bon, tu vois Val, la tête rageuse que j'avais mis lors de notre dernier five, tu Ah vois ouais, non, je vois pas. finalement là tu vois pas? Bah, pourtant il y a eu but et bah, la prochaine fois il y aura pas but parce que j'en apprends des belles avec toi. Bon et comment concrètement on fait pour, réguler ce genre de problème? C'est un problème de fond évidemment, on va pas interdire le jeu de tête dans le foot, ça paraît un peu, inimaginable. Ouais, alors c'est compliqué, voire impossible de changer ça dans le monde professionnel aujourd'hui, surtout vu l'intérêt de la FIFA pour ce genre de sujet qui est quasiment inexistant. En revanche, il y a plusieurs fédérations, notamment les fédérations irlandaises, écossaises et anglaises, qui ont d'ores et déjà interdit le jeu de tête chez les enfants de moins de 12 ans, notamment parce que c'est une période très importante dans la formation du corps, qui est à cet âge-là, donc beaucoup moins en capacité de subir des chocs d'un ballon, que ce soit musculairement ou en termes d'ossature, mais surtout parce que c'est une période où le cerveau est en pleine phase de développement. Alors c'est un bon début cette règle, mais ça règle pas le problème de fond puisqu'on estime aujourd'hui que le cerveau est complètement mature au niveau de ses interconnexions que à partir de l'âge de 25 ans et entre 25 et 30 ans globalement. Donc à des moments où la carrière des joueurs est déjà bien avancée. Et surtout, il y a un autre problème, c'est comment tu veux réussir à sensibiliser des jeunes sur ces enjeux-là si derrière c'est autorisé dans le monde professionnel qui lui est diffusé en mondiovision. Tu vois, je prends l'exemple par exemple de la première ligue, on voit des têtes tous les week-ends et c'est même une affirmation, une certaine affirmation d'un jeu musclé de combat, etc. Donc c'est un petit peu compliqué et je trouve ça du coup très intéressant et très important que Raphaël Varane s'empare de ce type de sujet-là qui est un sujet essentiel. Je pense même qu'il faudrait qu'il y ait d'autres joueurs qui continuent à utiliser leur visibilité pour sensibiliser sur ces questions. Au hasard, je pense à un joueur comme Kylian Mbappé, non pas en raison forcément de sa popularité, ce qui est évidemment un enjeu majeur aussi, mais plutôt parce que c'est un joueur qui a conscience de ces enjeux-là. Quand tu regardes un match de Kylian Mbappé aujourd'hui, ou quand tu regardes les statistiques de Kylian Mbappé aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun but qui sont inscrits de la tête. Et quand tu regardes dans le jeu, il n'y a aucun duel de la tête où Kylian Mbappé va jouer le duel de la tête. C'est un truc dont il a conscience en fait des conséquences de tout ce jeu de tête, etc. Et qui refuse de travailler à l'entraînement cet aspect technique. Donc voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui devrait prendre la parole sur ces questions-là parce qu'il en est conscient et qu'il en a fait aussi une marque de fabrique. Mais bon, peut-être qu'il n'y voit pas encore l'intérêt business derrière tout ça. Donc laissons-lui le temps de réfléchir à tout ça.
Eh bien écoute mon cher Val, je suis persuadé que Kylian écoute ce podcast et on l'invite donc à agir. Bon, merci en tout cas pour ce beau petit format. Les gars, nous on se retrouve dimanche soir, probablement après Nantes-Lyon, pour un beau live sur notre chaîne Twitch avec les amis Alex et Val. Live sur lequel on vous attend évidemment nombreux. Allez, ciao les amis!